4 mai 1945. Pont de Tangermünde endommagé. Elbe, la dernière traversée. Les poutres d'acier brisées gémissaient sous le poids de milliers de personnes alors que des soldats allemands naviguaient sur les restes tordus de ce qui avait été autrefois une traversée moderne. Le pont, détruit par les forces de la Wehrmacht en retraite le 12 avril, servait maintenant de ligne de sauvetage précaire. Un chemin en file indienne de béton brisé et de métal tordu enjambant l'Elbe. Signal intercepté par les renseignements américains. Secteur de la 102e division d'infanterie. Unité de la Wehrmacht abandonnant toutes leurs positions. Mouvement de masse détecté vers les lignes américaines. Estimation 100 000 personnels militaires et civils tentant de s'échapper vers l'ouest à travers des infrastructures détruites. Le capitaine William Patterson, du 405e Infantry Regiment, baissa ses jumelles de campagne et étudia l'interminable colonne d'humanité traversant le pont détruit. Les forces américaines avaient atteint l'Elbe 2 semaines plus tôt, établissant leur position conformément aux accords conclus à Yalta. Ce qu'aucun des planificateurs alliés n'avait anticipé était que cette traversée fluviale endommagée deviendrait le point central de la plus grande reddition militaire volontaire de l'histoire occidentale. L'urgence poussant les forces allemandes révélait un calcul plus fondamental que la stratégie militaire. La certitude statistique de la mort en captivité soviétique contre la survie entre les mains américaines. Les rapports de renseignement inondant le quartier général du SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, brossaient un tableau extraordinaire. Les forces allemandes ne se contentaient pas de battre en retraite. Elles abandonnaient des positions défensives, détruisaient leur propre équipement lorsqu'ils ralentissaient leurs mouvements et combattaient les détachements de blocage des SS qui tentaient de les arrêter. La Wehrmacht, autrefois la machine militaire la plus disciplinée d'Europe, se dissolvait en une marée humaine, s'écoulant vers un objectif, les lignes américaines sur la rive occidentale de l'Elbe. Le calcul de la survie était devenu brutalement clair fin avril 1945. Les renseignements militaires allemands avaient intercepté des communications soviétiques révélant les taux de pertes projetés pour les prisonniers de la Wehrmacht. Sur 100 soldats allemands capturés par l'armée rouge, les projections statistiques suggéraient que moins de 40 survivraient pour rentrer chez eux. Les chiffres réels s'avéreraient encore plus catastrophiques. La situation stratégique était irrécupérable. 8 millions de civils allemands fuyaient vers l'ouest depuis la Prusse orientale, la Silésie et la Poméranie. Derrière eux, le premier front biélorusse du maréchal Georgi Zhukov et le premier front ukrainien du maréchal Ivan Koniev écrasaient la dernière résistance organisée allemande avec une supériorité écrasante. 20 divisions soviétiques pour chaque division allemande encore efficace au combat. L'avance soviétique couvrait 30 km par jour. Les colonnes de réfugiés en parcouraient 10 les bons jours. L'issue était inévitable. L'évaluation stratégique finale du Feldmarschall Wilhelm Keitel, capturé après la reddition de l'Allemagne, contenait une seule directive soulignée. Le maximum de forces allemandes doit atteindre les lignes alliées occidentales avant que l'encerclement soviétique ne soit complet. Ce n'était pas du défaitisme, mais la reconnaissance d'une réalité fondamentale. Se rendre aux Américains signifiait une survie probable, alors que la capture par les Soviétiques signifiait une mort probable. L'accord de Yalta avait déjà déterminé les zones d'occupation, mais les commandants allemands pariaient sur une seule observation. Les forces américaines s'étaient arrêtées à l'Elbe comme convenu avec leurs alliés soviétiques. Si les unités allemandes pouvaient traverser cette rivière avant l'arrivée des forces soviétiques de l'Est, elles entreraient en garde à vue américaine. La course n'était pas pour la victoire ou une paix négociée, mais pour la possibilité humaine fondamentale de survivre à la captivité. Les forces américaines tenant la rive occidentale de l'Elbe possédaient une supériorité logistique écrasante qui s'avérerait cruciale pour traiter la vague à venir. Chaque division d'infanterie avait des bataillons de police militaire attachés, des cuisines de campagne capables de nourrir 15 000 hommes quotidiennement, des unités médicales mobiles avec capacité chirurgicale et de vastes stocks de ravitaillement reflétant la capacité industrielle américaine. Le major James Morrison, officier des opérations pour la 102e division d'infanterie,
avait étudié la logistique des redditions massives après l'opération de la poche de la Ruhr mi-avril où 325 000 Allemands s'étaient rendus. Ses calculs étaient sobres. Traiter 1000 prisonniers nécessitait 3 tonnes de nourriture quotidiennement, 5000 gallons d'eau, environ 19 000 litres, un dépistage médical du typhus et de la dysenterie, des stations de délivraison et une documentation administrative générant 12 formulaires par individu. La Convention de Genève mandatait des apports calorifiques spécifiques, 2800 calories pour les prisonniers travaillant, 2000 pour les non-travailleurs. Ce n'était pas que des chiffres, mais la différence entre l'ordre et le chaos lors de la gestion d'une humanité désespérée. Les forces allemandes approchant de l'Elbe représentaient tout le spectre de la dissolution de la Wehrmacht. Les unités d'élite de la Waffen-SS possédaient encore des chars Tigre opérationnels et des communications sophistiquées. Les divisions régulières de l'armée avaient été réduites à la force d'un bataillon, ne portant que des armes personnelles. Les unités de Volkssturm, des garçons de seulement 14 ans et des hommes de plus de 60 ans, ne possédaient que des brassards et des fusils obsolètes de la Première Guerre mondiale. Derrière eux venaient les services auxiliaires, les bataillons de construction, organisation TOT, les équipes au sol de la Luftwaffe sans avion, le personnel de la Kriegsmarine des ports détruits, et le personnel auxiliaire féminin qui faisait face à des horreurs particulières s'il était capturé par les forces soviétiques. L'analyse du renseignement situait les forces allemandes à l'est de l'Elbe à environ 1,2 million au 25 avril 1945. Parmi elles, 300 000 étaient dans des unités de combat organisées, 400 000 étaient du personnel de soutien et 500 000 étaient des membres dispersés de la Wehrmacht et du Volkssturm fuyant déjà vers l'ouest. Le facteur critique était le taux de mouvement. Les pointes mécanisées soviétiques pouvaient avancer de 50 km quotidiennement. Les unités allemandes à pied en parcouraient 30 dans des conditions optimales. La fenêtre d'évasion se mesurait en heures. Le premier indicateur majeur survint le 20 avril 1945 lorsque le général Walter Wenck reçut l'ordre d'Hitler d'attaquer vers Berlin avec sa 12e armée. Au lieu de cela, Wenck prit une décision lourde de conséquences qui sauverait des centaines de milliers de vies. Plutôt que de gaspiller ses forces dans un assaut futile sur l'encerclement soviétique de Berlin, il utiliserait son armée pour maintenir ouverte un corridor d'évacuation vers les lignes américaines. À son quartier général près de Belzig, Wenck rassembla ses commandants. « Camarades », annonça-t-il, « la guerre est perdue. Notre devoir n'est plus envers une idéologie morte, mais envers les vivants, nos soldats et les civils qui dépendent de nous. Nous attaquons, mais vers l'ouest pour ouvrir un chemin vers les Américains. Ce n'était pas de la lâcheté, mais de l'humanité calculée. L'officier du renseignement de Wenck, le colonel Günther Reichelm, avait compilé des statistiques dévastatrices des territoires occupés par les soviétiques. En Prusse orientale seule, environ 300 000 civils étaient de morts durant l'avance soviétique à cause des combats, des tueries de vengeance et des viols en masse. Appliqués aux populations maintenant piégées entre l'Elbe et les forces soviétiques avançantes, ces ratios signifiaient des pertes potentielles de millions de personnes. Au 24 avril, les postes d'observation américains avancés rapportèrent des scènes extraordinaires. Des véhicules allemands approchèrent de l'Elbe sans espacement tactique, les phares allumés en violation des principes de combat basiques. Des unités de la Wehrmacht arrivaient en formation de parade. Leurs officiers maintenaient une tenue militaire même dans la défaite. Ce n'étaient pas des foules battues, mais des forces organisées, choisissant la captivité plutôt que la résistance continue. Le capitaine Robert Thornton, commandant une compagnie de reconnaissance de la 2e division blindée, radio au quartier général de la division. « Les forces allemandes approchant de nos positions n'attaquent pas. Elles arborent des drapeaux blancs et demandent des conditions. » En quelques heures, le filet devint une inondation. La 9e armée américaine traita 3000 redditions volontaires le 24 avril, 7000 le 25 avril et 15 000 le 26 avril. Ce n'étaient pas des captures au combat, mais des redditions délibérées d'unités possédant encore des munitions et une capacité de combat. La reddition de la poche de la Ruhr, plus tôt en avril, avait établi le précédent. Lorsque le feldmarschall Walter Model dissout le groupe d'armée B plutôt que de se rendre formellement,
325 000 soldats allemands s'étaient livrés aux forces américaines. Le traitement qu'ils reçurent, nourriture, soins médicaux, protection contre les personnes déplacées cherchant vengeance, se répandit à travers les canaux de communication de la Wehrmacht avec une rapidité extraordinaire. Les interceptions radio par les renseignements signals américains révélèrent des conversations remarquables entre unités allemandes. Le 27 avril, le commandant du 3e Panzerkorps transmit « Les Américains honorent la Convention de Genève à tous les points de collecte. Traitement médical fourni, distribution de nourriture confirmée. » Ce dernier point était crucial. Les forces allemandes étaient sous ration de famine depuis des semaines. L'impact psychologique fut immédiat et profond. Des unités qui avaient combattu fanatiquement pendant 6 ans soudainement ne se soucièrent plus que d'atteindre les lignes américaines. Le sergent Wilhelm Beck de la 21e Panzerdivision témoigna plus tard « Nous avions entendu que les Américains nourrissaient les prisonniers, fournissaient des soins médicaux, ne tiraient pas sur les blessés. Après des années de guerre totale, une telle humanité semblait impossible. Pourtant, nous avons couru vers elle. Mais atteindre les lignes américaines nécessitait de survivre à un couloir de la mort. Les détachements de blocage SS avaient l'ordre d'exécuter tout soldat battant en retraite sans autorisation. Les unités de police militaire établirent des points de contrôle sur toutes les routes occidentales, repoussant ou abattant les défaitistes tentant de fuir. Les SS restaient fanatiquement loyaux, même alors que le Reich s'effondrait autour d'eux, considérant la reddition comme une trahison plutôt qu'une survie. La bataille de Halbe du 24 avril au 1er mai représenta l'exemple le plus sanglant du coût humain de la fuite vers l'Est. La 9e armée du général Theodor Buss, encerclée au sud-est de Berlin, comprenait 200 000 soldats et 40 000 civils. Hitler leur ordonna de se battre vers Berlin et de faire leur jonction avec les défenseurs de la capitale. Au lieu de cela, Buss coordonna avec Wenck pour percer vers l'ouest, vers les lignes américaines. La percée commença à 20h le 25 avril. Les éléments de tête du 11e SS Panzerkorps utilisèrent leur dernière réserve de carburant pour percer les lignes soviétiques près du village de Halbe. Derrière eux vint une procession extraordinaire. Troupes de combat, unités médicales, personnel administratif, réfugiés civils, dépendants militaires, même des fanfares régimentaires portant leurs instruments. La colonne s'étirait sur 30 kilomètres à travers la forêt de l'Aspré. Une masse serpentine d'humanité trébuchant à travers marais et bois. Les forces soviétiques réagirent avec une puissance de feu écrasante. Les batteries de Katyushas tirèrent sur les colonnes compactes. Les avions IL-2 Sturmovik mitraillèrent tout ce qui bougeait. Les chars T-34 écrasèrent les positions défensives et les personnes les occupant. La forêt devint un abattoir. Les corps s'empilèrent aux traversées de cours d'eau où les mitrailleuses soviétiques avaient des champs de tir parfaits. Les soldats blessés qui ne pouvaient pas suivre furent abandonnés sur place. Le colonel Hans von Luck, commandant les restes d'un régiment Panzer, décrivit l'horreur. Ce n'était plus la guerre, mais un massacre. L'artillerie soviétique transformait les sentiers forestiers en zones de mort. Nous continuions à avancer parce que s'arrêter signifiait une mort certaine. J'ai vu des officiers abattre leurs propres blessés plutôt que de les laisser pour une capture soviétique. Les statistiques furent catastrophiques. Sur les 200 000 qui commencèrent la percée, environ 40 000 atteignirent les lignes de Wenck et la captivité américaine ultérieure. Le cimetière de la forêt de Halbe contient aujourd'hui 24 000 tombes, la plupart marquées « soldats allemands inconnus ». 60 000 autres furent capturés par les forces soviétiques, dont peu survivraient à la captivité. Les autres disparurent simplement, tués dans des escarmouches sans nom, noyés en tentant des traversées de rivières ou perdus dans les profondeurs de la forêt. L'opération humanitaire la plus remarquable de la guerre fut menée par la 12e armée du général Wenck. Défiant les ordres directs d'Hitler d'attaquer vers Berlin, Wenck établit instead un corridor de 40 km depuis l'Elbe jusqu'au reste dispersé des forces allemandes piégées à l'est. Ces 100 000 soldats, incluant les divisions d'élite Clausewitz et Scharnhorst, tinrent ce passage contre la pression soviétique tandis que les réfugiés affluaient. Le général établit son quartier général dans une école près de Ferch, la transformant en centre de coordination pour l'évacuation.
Son état-major travailla 24 heures sur 24, organisant le transport des blessés, distribuant les derniers approvisionnements alimentaires de l'armée aux civils et maintenant le contact radio avec les unités allemandes, dispersées se battant encore pour gagner l'Ouest. Le lieutenant Hans Meyer, servant dans la section des opérations de Wenck, enregistra l'ampleur de leur tâche. Nous estimons 500 000 civils dans notre secteur, plus les restes de 20 unités militaires différentes. Pas de nourriture pour les civils, les fournitures médicales épuisées, les munitions suffisantes pour peut-être 48 heures de combat. Pourtant, nous devons tenir jusqu'à ce que tous ceux qui peuvent être sauvés atteignent les lignes américaines. Wenck visite personnellement les positions avancées, encourageant les soldats épuisés à tenir leur position juste quelques jours de plus. Pour ces hommes, beaucoup d'entre eux des adolescents des écoles d'entraînement ou des personnes âgées du Volkssturm, il devint une figure de détermination presque mythique. Il aurait pu fuir, se rappela plus tard un soldat. Les officiers supérieurs disparaissaient quotidiennement, se dirigeant vers l'ouest dans des voitures d'état-major. Mais Wenck est resté, et parce qu'il est resté, nous sommes restés. La brillance tactique du général se montra dans son positionnement défensif. Plutôt que de tenter de tenir une ligne continue, il établit des points forts au carrefour routier et traversées de rivières clés, forçant les unités soviétiques à se déployer pour des attaques formelles plutôt que de simplement poursuivre. Cela acheta un temps précieux pour les colonnes de réfugiés, bien qu'à un coût terrible pour les unités défensives. Le pont de Tangermünde endommagé devint le point central de l'évacuation. Les ingénieurs de la Wehrmacht avaient fait sauter la structure moderne le 12 avril pour ralentir l'avance américaine. Mais ironiquement, ces restes tordus servaient maintenant de seul point de traversée sur 50 kilomètres dans les deux directions. Les ingénieurs militaires allemands et les ingénieurs de combat américains travaillèrent depuis des rives opposées pour étayer l'épave, créant un chemin précaire en file indienne à travers la rivière. Les scènes à la traversée défiaient les précédents militaires. Du 4 au 7 mai, environ 100 000 personnes traversèrent la structure brisée. Des colonels de la Wehrmacht dirigeaient la circulation aux côtés de sergents américains. La police militaire allemande maintenait l'ordre sur l'approche est, tandis que les MP américains contrôlaient la rive ouest. Les deux côtés comprenaient que le chaos signifierait un désastre. Si la traversée devenait bloquée, des milliers seraient piégés alors que les forces soviétiques approchaient. Le lieutenant-colonel William Davis de la 102e Infantry Division décrivit la coopération surréaliste. Les officiers allemands nous saluaient, nous leur rendions leur salut. Leurs ingénieurs demandaient à nos ingénieurs de l'équipement pour renforcer le pont, nous le leur avons donné. Tout le monde comprenait que des vies dépendaient du maintien de cette traversée ouverte. Le flot humain était interminable et déchirant. Un colonel de la Wehrmacht arriva avec un état-major régimentaire complet et insista pour se rendre formellement et remettre le drapeau de bataille de son unité. Un général SS apparut en grande tenue, demandant une captivité honorable pour ses hommes. Un capitaine de marine dirigea 200 marins de la Kriegsmarine qui n'avaient pas vu l'océan depuis des mois, ayant été enrôlés dans le combat terrestre. Le personnel auxiliaire féminin, certaines âgées d'à peine 17 ans, supplia les soldats américains de ne pas les renvoyer à l'Est. Les plus poignants étaient les civils. Des familles poussaient des affaires dans des poussettes et des brouettes. Des enfants, séparés de leurs parents, dans le chaos, étaient passés de main en main à travers le pont. Des personnes âgées, qui pouvaient à peine marcher, étaient portées par des inconnus. Des patients d'hôpitaux, certains encore dans leur lit, étaient poussés à travers par le personnel médical qui avait refusé de les abandonner. Le sergent-chef James Patterson, supervisant l'approche ouest, écrivit plus tard « Il venait par vagues, de l'aube au crépuscule, puis à travers la nuit au clair de lune. Des soldats portant encore des armes qu'ils empilaient comme du bois de chauffage. Des femmes avec des bébés, des enfants qui semblaient devoir être à l'école primaire mais portant des uniformes de la Wehrmacht. Des vieillards avec des brassards de Volkssturm. Personne ne courait, personne ne résistait. Ils étaient juste reconnaissants d'atteindre notre côté. L'ampleur pure submergea la capacité administrative américaine. Les exigences de la Convention de Genève mandataient une documentation spécifique pour chaque prisonnier, un dépistage médical et la provision de nourriture et d'abris adéquats. Traiter un prisonnier correctement nécessitait 20 minutes.
Au débit de pointe, 20 000 arrivaient quotidiennement. Le système s'effondra simplement sous le poids des nombres. Le colonel Benjamin Thompson, chef d'état-major du 18e corps aéroporté, prit une décision cruciale. Oubliez la paperasse, nourrissez-les, débarrassez-les des poux, donnez des soins médicaux aux blessés. La documentation peut attendre, les vies ne le peuvent pas. Cette approche pragmatique sauva des milliers de vies, mais créa un chaos administratif durant des années. Des familles furent séparées dans la confusion, certaines ne devant jamais se réunir. Des soldats furent séparés de leurs unités, rendant les décomptes de pertes précis impossibles. Des criminels de guerre potentiellement échappèrent à la justice dans la masse d'humanité. Mais l'alternative, refuser des gens, était impensable. La crise médicale était aiguë. Les unités médicales de l'armée estimaient que 30% des Allemands se rendant nécessitaient une attention immédiate. La malnutrition était universelle après des mois de rations de famine. Le typhus propagé par les poux menaçait de proportions épidémiques. Les blessures de combat non traitées depuis des semaines étaient devenues gangreneuses. Les unités de chirurgie de champs de bataille, conçues pour traiter des douzaines, en traitaient des centaines quotidiennement. Le capitaine David Miller, officier médical avec le 330 Medical Battalion, pratiqua la chirurgie pendant 72 heures consécutives. Ce n'étaient pas des blessures de combat fraîches, elles dataient de semaines infectées, non traitées. Des hommes avaient dû marcher sur des os brisés, combattus avec des éclats d'obus encore enfoncés, des auxiliaires féminines avec des blessures non traitées suite à des agressions, des enfants avec une malnutrition si sévère qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout. La situation des approvisionnements mit à rude épreuve même l'abondance américaine. Une seule division d'infanterie transportait des rations pour 15 000 hommes pendant 7 jours. Au 5 mai, elle nourrissait 60 000 prisonniers, plus des civils non comptés. Des convois d'urgence circulaient continuellement depuis les dépôts arrière. Des avions de transport C-47 parachutaient des fournitures. La Red Ball Express, qui avait ravitaillé la course de Patton à travers la France, fut réactivée pour nourrir des ennemis rendus. Au quartier général du Chaef, le général Dwight Eisenhower fit face à un dilemme impossible. Les accords de Yalta étaient explicites. Les forces allemandes devaient se rendre à tous les alliés simultanément. Des redditions séparées aux forces occidentales, tout en continuant à combattre les soviétiques, violaient les accords interalliés. Pourtant, la catastrophe humanitaire était indéniable. Le 4 mai, l'amiral Karl Dönitz, qui avait succédé à Hitler comme chef de l'État, envoya l'amiral Hans-Georg von Friedeburg négocier avec le feldmaréchal Bernard Montgomery. La proposition de Friedeburg était franche. Reddition immédiate de toutes les forces allemandes dans le nord-ouest de l'Allemagne, le Danemark et la Hollande aux alliés occidentaux, permettant une évacuation maximale depuis l'Est. Montgomery, lié par les accords alliés, ne pouvait accepter qu'une reddition inconditionnelle à tous les alliés. Mais il comprenait aussi la dimension humaine. Dans ses mémoires, il écrivit « Les Allemands ne cherchaient pas seulement une reddition militaire, ils cherchaient le salut de la répression soviétique. En tant que soldats, nous pouvions offrir une captivité honorable. Ce que les Russes offraient, Dieu seul le sait. La solution temporaire fut pragmatique. Les forces allemandes, atteignant les lignes américaines avant la reddition formelle, le 8 mai, seraient traitées comme prisonniers. Celles arrivant après seraient soumises aux accords de rapatriement avec les soviétiques. Cela créa une échéance mortelle, traverser l'Elbe avant minuit le 8 mai ou faire face à la captivité soviétique. Le général Omar Bradley, commandant le 12e Army Group, témoigna plus tard. Nous savions ce que nous faisions. Nous acceptions des redditions que nous n'aurions techniquement pas dû, traitant des ennemis combattant encore nos alliés. Mais nous savions aussi ce que la captivité soviétique signifiait. Parfois, l'humanité prime sur le protocole. La période du 4 au 8 mai fut témoin de scènes d'urgence extraordinaires. Sachant que la reddition formelle était imminente, les unités allemandes abandonnèrent toute apparence d'ordre militaire. Les soldats jetèrent l'équipement pour se déplacer plus vite. Les officiers brûlèrent des documents plutôt que de ralentir leur retraite. Des divisions entières se dissolurent alors que les hommes prenaient des décisions individuelles de fuir vers l'ouest. La traversée endommagée de Tangermünde fonctionna continuellement. Même après que les forces soviétiques eurent atteint la portée de l'artillerie le 6 mai,
Le flot de réfugiés continua. Les officiers américains ordonnèrent à leur artillerie de fournir des tirs de contre-batterie, engageant techniquement les forces soviétiques pour protéger les Allemands traversant pour se rendre. C'était l'un des moments les plus étranges de la guerre, Américains et Allemands coopérant alors qu'ils étaient encore officiellement en guerre. À 2h41 le 7 mai, le général Alfred Jodl signa la reddition inconditionnelle de l'Allemagne à Reims. Le cessez-le-feu prendrait effet à 23h01 le 8 mai. Cela donnait aux forces allemandes exactement 45 heures pour atteindre les lignes américaines. La plus grande course contre la montre de l'histoire militaire avait commencé. Ce qui suivit défia la catégorisation militaire. Ce n'était pas une retraite ou une reddition, mais une migration humaine sous les armes. Les renseignements estimaient que 250 000 personnels militaires allemands restaient à l'est de l'Elbe le 7 mai. En 45 heures, environ 180 000 atteindraient avec succès les lignes américaines. Les autres entreraient en captivité soviétique avec des conséquences terribles. L'opération finale du général Wenck illustra l'honneur militaire dans la défaite. Sa 12e armée tint son corridor jusqu'au dernier moment possible, permettant au reste de la 9e armée et à des centaines de milliers de civils de s'échapper. Wenck positionna ses derniers chars et artillerie opérationnels pour tenir les forces soviétiques, tandis que l'exode continuait. À 18h le 7 mai, Wenck émit son ordre final. La 12e armée a rempli son dernier devoir. Nous avons sauvé tout ce que nous pouvions sauver. Chaque commandant est maintenant libre de chercher la sécurité pour ses hommes. Ce n'était pas une reddition, mais une libération du devoir, permettant à ses soldats de faire leur propre choix. Wenck lui-même fut parmi les derniers à traverser à 2h le 8 mai, marchant à travers un pont de chemin de fer endommagé près de Tangermünde, moins de 21 heures avant le cessez-le-feu. Derrière lui, les chars soviétiques entraient déjà dans les positions que ces hommes avaient abandonnées des heures plus tôt. Sur ces 200 000 hommes originaux, environ 100 000 atteignirent les lignes américaines. Environ 250 000 civils furent sauvés par sa désobéissance aux ordres d'Hitler. Des histoires individuelles révélèrent la profondeur du désespoir. Le lieutenant de la Luftwaffe, Klaus Hartmann, vola vers l'ouest avec son Messerschmitt Bf-109 jusqu'à épuisement du carburant, s'écrasant dans un champ occupé par les Américains plutôt que de risquer le territoire soviétique. Le commandant de U-boot Heinrich Lehmann-Willenbrock navigua avec son sous-marin aussi loin que possible sur l'Elbe, puis le saborda et mena son équipage par voie terrestre vers les lignes américaines. Un médecin de la Wehrmacht resta avec des patients gravement blessés qui ne pouvaient pas être déplacés, sachant que cela signifiait la captivité soviétique, disant seulement « quelqu'un doit s'occuper de ceux qui ne peuvent pas fuir ». Un soldat adolescent céda sa place dans un camion surchargé à un civil âgé, puis commença à marcher les 100 kilomètres vers les lignes américaines. Il arrive 18 heures après le cessez-le-feu, techniquement trop tard, mais fut accepté par des gardes américains sympathiques. Les camps de prairies du Rhin, Rheinwiesenlager, devinrent des points de collecte pour cette marée humaine. Ces enclos temporaires, souvent juste des champs agricoles entourés de barbelés, détenaient plus d'1 million de prisonniers allemands au 15 mai. Les conditions étaient rudes, mais survivables, la différence cruciale avec les camps soviétiques. Les prisonniers n'avaient initialement aucun abri, excepté des trous creusés dans le sol. La nourriture était basique, 1200 calories quotidiennement initialement, augmentées à mesure que les approvisionnements s'amélioraient. L'eau venait de rivières et de tuyaux temporaires. L'assainissement était primitif. La maladie se répandit rapidement dans des conditions de surpeuplement. Pourtant, le taux de mortalité resta en dessous de 1% comparé à 35% ou plus dans les camps soviétiques. Le colonel James Foster, commandant le camp de Remagen, fit face à des défis extraordinaires. Conçu pour 100 000, il en contenait 184 000 le 12 mai. Nous avions des généraux SS à côté de prisonniers communistes, des adolescents des jeunesses hitlériennes à côté de vétérans de Stalingrad, des auxiliaires féminines nécessitant des installations séparées, du personnel naval qui n'avait jamais vu le combat terrestre. C'était un chaos contrôlé, mais nous maintenions l'ordre et les gardions en vie. Le traitement révélait l'effondrement complet de la Wehrmacht.
Certaines unités arrivaient avec une documentation complète permettant un enregistrement précis. D'autres n'avaient aucune identification au-delà de noms mémorisés. L'autrefois puissante 16e Panzer Division arriva avec 312 hommes sur une force autorisée de 14 000. La 246e Volksgrenadier Division consistait en 89 hommes âgés. La classification s'avéra impossible. Les membres des jeunesses hitlériennes étaient-ils des soldats ou des enfants? Les auxiliaires féminines étaient-elles du personnel militaire ou des civils? Les Volkssturm étaient-ils des combattants ou des civils réquisitionnés? Les autorités américaines choisirent généralement une interprétation humanitaire, traitant tous comme prisonniers de guerre, ayant droit à la protection de la Convention de Genève. Ce que les forces allemandes fuyaient devint clair, alors que les territoires occupés soviétiques révélaient leur sombre réalité. Les documents du NKVD, déclassifiés après 1991, confirmèrent que les craintes allemandes étaient justifiées. Sur environ 3 millions de prisonniers allemands pris par les forces soviétiques, au moins 1 100 000 moururent en captivité. Le taux de mortalité en 1945 à 1946 dépassa 50% dans de nombreux camps. Les causes étaient multiples et interconnectées. La logistique soviétique pouvait à peine approvisionner ses propres forces, sans parler de millions de prisonniers. Les prisonniers allemands recevaient 600 à 800 calories quotidiennement, bien en dessous des exigences de survie pour le travail forcé. Les soins médicaux étaient virtuellement inexistants. Le typhus, la dysenterie et la tuberculose se répandaient sans contrôle. Les températures hivernales sibériennes descendaient à moins 40 degrés Celsius, sans vêtements ou abris adéquats. Au-delà de la privation matérielle, se trouvait une brutalité systématique. Les gardes soviétiques, beaucoup ayant perdu des familles à cause des atrocités allemandes, montraient peu de pitié. Les prisonniers travaillaient dans des mines d'uranium sans protection, dans des camps de bûcheronnage avec des quotas impossibles, sur des projets de construction où la sécurité était ignorée. Les blessés et les malades étaient souvent abattus comme des bouches inutiles. L'ancien officier soviétique Viktor Erofeev écrivit plus tard « On nous disait que chaque Allemand mort était un paiement pour notre souffrance, un paiement pour Leningrad, Stalingrad, pour 27 millions de morts soviétiques. Les gardes rivalisaient pour voir qui pouvait travailler les prisonniers à mort le plus rapidement. Montrer de la pitié était trahir nos camarades tombés. Les statistiques racontaient toute l'histoire. Les archives américaines montrent que sur 3,8 millions de prisonniers allemands en garde à vue occidentale, environ 137 000 moururent, un taux de mortalité de 3,6%. La plupart des décès survenèrent de blessures reçues avant la capture ou de maladies dans les semaines chaotiques finales de la guerre. En juin 1945, le taux de mortalité dans les camps américains s'était stabilisé à 0,15% mensuel. Les archives soviétiques, même officielles, révèlent une catastrophe. Les chiffres soviétiques reconnaissent 356 700 morts de prisonniers allemands, mais la recherche allemande indique que le vrai nombre dépassa 1 million. La commission Maschke documenta que des prisonniers pris en 1945, moins de 50%, survécurent jusqu'en 1950. La différence était plus marquée pour des groupes spécifiques. Les membres de la Waffen-SS avaient un taux de survie de 20% dans les camps soviétiques contre 95% en garde à vue américaine. Les auxiliaires féminines faisaient face à des agressions systématiques en garde à vue soviétique, tandis que les Américains les libéraient généralement en quelques mois. Les adolescents des jeunesses hitlériennes étaient souvent exécutés immédiatement par les forces soviétiques comme fanatiques fascistes, tandis que les Américains les traitaient comme des prisonniers juvéniles nécessitant une réhabilitation plutôt qu'une punition. La reddition massive aux forces américaines en 1945 eut des conséquences profondes pour l'Europe d'après-guerre. Les forces américaines et britanniques contrôlaient la majorité du personnel militaire allemand survivant, fournissant des avantages de renseignement cruciaux alors que la guerre froide commençait. L'opération Paperclip réussit en partie parce que le personnel technique s'était délibérément rendu aux Américains.
L'équipe de fusée de Werner von Braun voyagea 500 kilomètres à travers les lignes allemandes qui s'effondraient spécifiquement pour atteindre les forces américaines. Nous méprisons les Français, craignons les Soviétiques, ne croyons pas que les Britanniques puissent se permettre nous. Cela laisse les Américains, dit von Braun à des collègues. Sa décision mettrait éventuellement des Américains sur la Lune. L'impact démographique fut également significatif. La Prusse orientale, la Silésie et la Poméranie perdirent virtuellement toute leur population masculine en âge de servir, tués au combat, fuyant vers l'ouest ou disparus en captivité soviétique. Des lignées familiales entières furent éteintes. La République démocratique allemande lutterait pendant des décennies avec le déséquilibre des genres créé par la perte de tant d'hommes. L'impact psychologique dura des générations. Des familles divisées par la frontière intérieure allemande traçaient souvent leur séparation à ces jours désespérés de mai 1945. Certains membres atteignant les lignes américaines, d'autres piégés dans les zones d'occupation soviétique. La nature arbitraire de la survie, déterminée par l'armée qui vous capturait, devint un traumatisme déterminant de l'expérience allemande d'après-guerre. À 23h01, le 8 mai 1945, lorsque le cessez-le-feu prit effet, les forces américaines avaient traité environ 1 500 000 prisonniers militaires allemands dans les 3 dernières semaines de la guerre. La 102e division d'infanterie seule accepta la reddition de 313 000 ennemis, plus que toute l'armée allemande qui avait envahi la Pologne en 1939. Les totaux finaux stupéfièrent les observateurs contemporains. La 9e armée américaine rapporta 423 000 prisonniers entre le 20 avril et le 8 mai. La première armée en traita 387 000. L'analyse montra que moins de 20 000 furent pris dans des combats réels. Les autres se rendirent volontairement, combattant souvent à travers leurs propres lignes pour le faire. Le général Omar Bradley écrivit plus tard « Nous nous sommes préparés pour la victoire, pas pour cela. L'armée allemande ne s'est pas simplement rendue, elle s'est dissoute. Des hommes qui avaient combattu fanatiquement pendant 6 ans soudainement ne se soucièrent plus que d'atteindre nos lignes. Ils savaient ce que nous avons appris plus tard. Se rendre à nous signifiait la vie. La capture par les Soviétiques signifiait une mort probable. Les nombres continuèrent de croître même après le cessez-le-feu. Entre le 8 et le 31 mai, 874 000 personnels militaires allemands supplémentaires réussirent à atteindre les lignes alliées occidentales depuis des zones contrôlées par les soviétiques, soit par évasion, confusion administrative ou interprétation sympathique des délais par les forces américaines et britanniques. Des histoires individuelles révélèrent la dimension humaine derrière les statistiques. Le caporal Friedrich Müller, qui se rendit à Tangermünde le 5 mai, garda un journal tout au long de sa captivité. Premier jour sans peur en 6 ans. Les Américains nous ont donné du pain, du vrai pain, pas de la sueur. Un garde a offert une cigarette. J'ai pleuré. Après ce que nous avons fait, pourquoi nous traitent-ils comme des humains? L'infirmière Hildegard Schneider traversa l'Elbe avec une unité d'hôpital militaire. Nous avions 300 blessés. Les Américains les ont tous pris. Même les hommes SS. Les médecins américains ont opéré toute la nuit, sauvant des soldats allemands. L'un m'a dit, la guerre est finie. Maintenant, nous sommes juste des médecins et vous êtes juste des patients. Je ne pouvais pas croire qu'une telle miséricorde existait. Le soldat de la Wehrmacht Hans Bauer, âgé de 17 ans, témoigna plus tard. On m'avait dit que les Américains tortureraient les prisonniers, que se rendre signifiait le déshonneur. Au lieu de cela, ils m'ont donné du chocolat. Je n'avais pas vu de chocolat depuis 3 ans. Un médecin a traité ma blessure infectée. Un officier a demandé si je pouvais contacter ma mère. Ils m'ont traité non pas comme un ennemi, mais comme un garçon qui avait été forcé de se battre. L'ancien officier SS Wilhelm Hartung, qui s'attendait à une exécution, reçut instead un traitement médical pour ses blessures et une libération éventuelle. Je ne méritais aucune pitié. Mon unité avait commis des actes terribles. Pourtant, les Américains m'ont traité selon la loi, pas la vengeance. Cette miséricorde m'a hanté plus qu'aucune punition n'aurait pu. Le général Walter Wenck survécut à la guerre, vivant jusqu'en 1982. Dans une interview de 1975, il réfléchit à ses jours désespérés.
J'ai désobéi aux ordres d'Hitler et je le referai. Mon devoir n'était pas envers une idéologie morte, mais envers les hommes vivants sous mon commandement. Chaque soldat que nous avons fait traverser l'Elbe était une victoire. Chaque civil sauvé était un triomphe. Nous avons perdu la guerre, mais dans ces derniers jours, nous avons sauvé ce qui pouvait être sauvé, des vies humaines. Wenck n'exprima jamais de regret pour sa désobéissance. Hitler nous a ordonné de nous sacrifier pour son fantasme de Götterdämmerung. J'ai choisi instead de sauver mes hommes, pour leur famille, pour l'avenir de l'Allemagne. Entre l'honneur et l'humanité, j'ai choisi l'humanité. L'histoire peut juger si j'avais raison. Ces actions sauvèrent environ 250 000 soldats et civils de la captivité soviétique. De nombreux survivants et leurs descendants se rassemblent encore annuellement le 8 mai pour honorer la mémoire de Wenck, l'appelant le général qui a choisi la vie plutôt que la mort, la miséricorde plutôt que l'idéologie. La reddition massive allemande aux forces américaines en avril-mai 1945 représenta plus qu'une capitulation militaire. Ce fut une crise humanitaire massive, un effondrement idéologique et finalement un témoignage du pouvoir de la miséricorde dans l'heure la plus sombre de la guerre. L'événement défia les récits traditionnels. Les forces allemandes ne cessèrent pas simplement de se battre quand on le leur ordonna. Elles cherchèrent activement la captivité américaine comme salut. La Wehrmacht disciplinée de 1940 était devenue une masse désespérée en 1945, prête à tout risquer pour éviter la répression soviétique. Pour les forces américaines, l'expérience s'avéra transformative. De jeunes soldats qui avaient combattu à travers l'Europe se trouvèrent soudainement en train de sauver des ennemis qui, quelques jours auparavant, essayaient de les tuer. La gestion professionnelle de cette crise, malgré des nombres écrasants et des défis logistiques, démontra la capacité organisationnelle américaine et une humanité fondamentale. L'historien militaire John Keegan écrivit plus tard « La fuite allemande vers les lignes américaines en 1945 était sans précédent. Jamais auparavant, de tels nombres n'avaient délibérément cherché une captivité spécifique, alors qu'ils étaient encore capables de résistance. Cela démontra que même dans la guerre totale, les calculs humains de la miséricorde contre la vengeance pouvaient en primer sur l'idéologie et les ordres. Le dernier soldat allemand à traverser à Tangermünde fut un membre du Volkssturm, Heinrich Fischer, âgé de 63 ans. Il atteignit les lignes américaines à 22h47, le 8 mai 1945, exactement 14 minutes avant le cessez-le-feu. Quand on lui demanda pourquoi il avait tout risqué pour traverser, il dit simplement « Je voulais revoir mes petits-enfants ». Il le fit. Des millions qui n'atteignirent pas les lignes américaines ne le purent pas. Le soldat de première classe Joseph Martinez, qui aida à traiter les Allemands se rendant, fournit peut-être l'observation la plus profonde. Ils ne se rendaient pas vraiment à nous. Ils fuyaient quelque chose de pire. Nous représentions juste la survie. N'importe lequel d'entre nous aurait pu faire la même chose à leur place. La fuite allemande, désespérée, vers les lignes américaines en 1945 révéla des vérités fondamentales sur la guerre et la nature humaine. Même dans le conflit le plus sombre de l'humanité, la différence entre la miséricorde et la vengeance, entre la vie et la mort, pouvait être mesurée dans la simple question de l'uniforme qui recevait votre reddition. Pour des millions d'Allemands en avril et mai 1945, cette différence était tout. Le choix entre la captivité américaine et soviétique n'était pas une question de confort ou de commodité. C'était une question de survie elle-même. Les preuves statistiques étaient accablantes. Se rendre aux Américains signifiait une vie probable. La capture par les Soviétiques signifiait une mort probable. Le bilan final était brutal. Des Allemands qui se rendirent aux Alliés occidentaux, 96,4% survécurent à la captivité. Des Allemands capturés par les Soviétiques, moins de 65% rentrèrent chez eux. Derrière ces pourcentages se trouvaient des tragédies et des triomphes individuels qui façonneraient des familles, des communautés et des nations pour des générations. Mais au-delà des statistiques se trouvait une vérité plus profonde. La réponse américaine à cette crise, nourrir des ennemis, traiter des blessés, maintenir l'ordre malgré des nombres écrasants, démontra que même dans l'après-guerre totale, l'humanité pouvait prévaloir sur la vengeance.
De jeunes soldats américains, beaucoup ayant perdu des amis à cause des armes allemandes, choisirent le devoir et la décence plutôt que la vengeance. La traversée, endommagée à Tangermünde, devint plus qu'un pont sur l'Elbe. C'était un passage entre la vie et la mort, entre la miséricorde et la répression, entre les interprétations occidentales et soviétiques de la victoire. Ceux qui le traversèrent avant le 8 mai 1945 survécurent généralement pour reconstruire leur vie et leur pays. Ceux qui ne le firent pas firent face à des années de souffrance dans les camps soviétiques, s'ils survécurent du tout. La reddition massive démontra aussi l'ironie ultime de la guerre. La Wehrmacht, qui avait commencé la guerre en conquérant cherchant un espace vital à l'Est, la termina en réfugiés fuyant vers l'Ouest. L'idéologie de la race des seigneurs s'effondra en individus désespérés cherchant seulement la survie. Le Reich de Milan dura 12 ans, se terminant avec ses soldats courant pour se rendre à des armées qu'ils avaient autrefois rejetées comme des démocraties décadentes. Pour les historiens, l'événement soulève des questions profondes. L'acceptation américaine de ces redditions fut-elle un triomphe humanitaire ou une violation des accords interalliés? Sauver des soldats allemands de la captivité soviétique, servit-il la justice ou la subvertit-elle? Les réponses restent débattues, mais l'impact humain fut indéniable. L'héritage résonne encore. Les relations germano-américaines dans la période d'après-guerre furent profondément influencées par cette miséricorde. L'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN, son développement en tant qu'État démocratique, son rôle d'allié européen clé de l'Amérique durant la guerre froide, furent tous influencés par le souvenir de l'humanité américaine dans la victoire. La dernière traversée de l'Elbe ne fut pas simplement la fin d'une guerre. Ce fut le plus grand pari sur la miséricorde humaine de l'histoire militaire. Un pari désespéré d'ennemis vaincus que leurs conquérants choisiraient l'humanité plutôt que la vengeance. Pour ceux qui traversèrent, ce fut un pari qui paya avec la seule monnaie qui importait ultimement, leur vie. Et, à travers elle, l'avenir d'une nation qui s'élèverait des cendres pour devenir une pierre angulaire de la démocratie européenne. Le pont endommagé à Tangermünde, où tant traversèrent de la mort à la vie, ne fut jamais reconstruit. Mais son souvenir perdure comme un monument à l'une des vérités fondamentales de la guerre. À la fin, la mesure de la victoire n'est pas dans les ennemis détruits, mais dans les vies sauvées, pas dans la vengeance prise, mais dans la miséricorde montrée. Telle est la leçon finale de la fuite allemande vers les lignes américaines en 1945, que même dans le conflit le plus dévastateur de l'histoire, l'humanité pouvait prévaloir sur la haine, la miséricorde pouvait triompher de la vengeance et la vie pouvait être choisie plutôt que la mort. Pour les centaines de milliers qui traversèrent l'Elbe dans ces jours désespérés, ce choix fit toute la différence. Leur traversée ne fut pas juste une échappatoire à la répression soviétique. Ce fut un passage de l'ancien monde de la guerre totale et de la haine raciale vers la possibilité d'un nouveau monde construit sur la loi, la miséricorde et la dignité humaine. Que tant ait tout risqué pour atteindre les lignes américaines ne fut pas juste un phénomène militaire, mais un témoignage humain profond du pouvoir de la miséricorde dans la victoire. L'histoire se termine où elle a commencé, à un pont endommagé sur l'Elbe où des ennemis désespérés devinrent des prisonniers reconnaissants, où des soldats américains devinrent des sauveurs improbables, et où le simple acte d'accepter une reddition devint une affirmation de la capacité de l'humanité à la miséricorde même dans son heure la plus sombre. Tel est l'héritage durable de ces jours désespérés en 1945. La preuve que même dans l'après-guerre totale, le choix entre la miséricorde et la vengeance, entre l'humanité et la vindicte, pouvait déterminer non seulement les destins individuels, mais l'avenir des nations et le jugement de l'histoire elle-même.